Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Plus de couvre-feu dans le Grand Abidjan à compter de demain, vendredi. Les maquis et restaurants pourront également rouvrir. C'est ce qu'a décidé ce jeudi le Conseil national de sécurité. Toutes les nouvelles décisions à suivre dans ce journal. Les patrons des PME durement touchés par la crise sanitaire, ils ont été reçus ce jeudi par le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Il rassure, des actions sont en cours. Et puis le Burundi qui expulse les représentants de l'OMS de son territoire sur fond de désaccord sur la gestion de la crise du Covid-19. Après l'intérieur du pays, c'est au tour du Grand Abidjan d'alléger les restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Le couvre-feu qui était encore en vigueur est levé demain, vendredi. Les maquis et restaurants pourront également rouvrir. En revanche, bars, boîtes de nuit et cinémas resteront fermés. Les écoles, quant à elles, accueilleront les élèves à compter du 25 mai prochain et les frontières fermées jusqu'au 31 mai. Les précisions de Pierre Dipomella. Plus de couvre-feu à compter de demain vendredi dans le Grand Abidjan. Les restaurants et maquis pourront reprendre leurs activités, mais dans le strict respect des mesures barrières. Ces restrictions pour contenir la pandémie de coronavirus ainsi que bien d'autres ont été levées par le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre secrétaire général de la présidence a rendu public ces décisions du CNS. Le Conseil national de sécurité a pris les décisions ci-après. La reconduction de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Le maintien de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres. La levée du couvre-feu à compter du vendredi 15 mai 2020. La levée de la mesure de fermeture des maquis et restaurants à compter du vendredi 15 mai 2020 dans le strict respect des mesures barrières. Le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Le réaménagement des mesures de restriction de rassemblement de population. Initialement plafonné à 50 personnes, qui passe dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures barrières et de distanciation physique devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à compter du lundi 25 mai 2020, selon des modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan jusqu'au dimanche 31 mai 2020, avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires au point de sortie. L'attestation de tests négatifs à Covid-19 pour l'obtention de l'autorisation de sortie vers l'intérieur n'est plus exigé. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré par les régions et districts sanitaires. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. À l'issue du Conseil des ministres hier, on vous le disait, le gouvernement a annoncé la nomination d'Adama Diawara à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il succède ainsi à Albert Mabry-Touaqueuse. La passation de charge a eu lieu ce jeudi. C'est en présence de Nadia Edja. Reportage. Depuis hier, 13 mai, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a un nouveau patron, Adama Diawara. Il succède à Albert Mabry-Touaqueuse, nommé à ce poste depuis 2 ans. Par cet échange de parapheurs, le ministre sortant transmet les charges afférentes à cette fonction ministérielle
au nouvel arrivant. Je voudrais souhaiter un plein succès pour le bonheur de l'enseignement supérieur et donc de la Côte d'Ivoire. Insister sur donc la nécessité d'avoir une suite au projet de recherche sur le Covid qui a été déposé pour que nos chercheurs puissent vraiment concrétiser leur contribution à la lutte contre la pandémie. Soyez rassurés et assurés que tous les acquis glanés durant votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient. Au regard de notre actualité, cette pandémie du Covid-19 nous oblige à nous repenser et à penser notre rapport aux autres et surtout exige de nous, enseignants, chercheurs et chercheurs, personnel administratif et technique, étudiants et simples citoyens, d'aller solliciter le génie humain qui a garanti et continue d'assurer à notre espèce la clé de sa survie. Né en 1960, Adama Diawara est enseignant-chercheur spécialisé en physique de l'atmosphère. Il est à son premier poste ministériel, après avoir occupé précédemment le poste de conseiller au cabinet du Premier ministre, chargé de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique et de l'emploi. Ce nouveau bilan quotidien du Covid-19 en Côte d'Ivoire. En 24 heures, 59 nouveaux cas confirmés ce jeudi, 0 décès et 28 personnes guéries. On écoute la déclaration du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 14 mai 2020 59 nouveaux cas de Covid-19 sur 680 échantillons prélevés, soit 8,6% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date du 14 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1971 cas confirmés, dont 930 personnes guéries, 24 décès et 1017 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 15 940. Nous insistons sur le fait que la lutte contre la maladie à coronavirus ne doit pas nous faire perdre de vue la lutte contre les maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite, la rougeole, la méningite, dont la morbidité et la mortalité sont élevées et pour lesquelles des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles. Je vous exhorte à continuer à faire vacciner les enfants de 0 à 11 mois, les filles de 9 ans et les femmes enceintes selon le calendrier vaccinal en vigueur. Les services de vaccination sont disponibles dans tous les centres de santé du pays et la vaccination est gratuite. Je rappelle donc les chiffres que vous pouvez également apercevoir à votre gauche. 1971 personnes déclarées positives en Côte d'Ivoire, 930 guéris, 24 décès et 986 cas actifs au 14 mai 2020. Les patrons des PME durement touchés par la crise sanitaire. Ce jeudi, le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises a rencontré une partie d'entre eux. L'occasion pour lui de prendre la pleine conscience de leurs difficultés, mais aussi de les rassurer sur les différentes actions en cours pour les soutenir. Nadja Eja, Mathieu Rimbadé. Cet espace gastronomique situé à Cocody Centre recevait en moyenne 350 clients par jour avant la survenue du coronavirus. Mais depuis mars dernier, date du premier cas contaminé en Côte d'Ivoire, la recette a baissé de 25% jusqu'à atteindre les 0% suite aux mesures de restriction. Une situation similaire pour bien d'autres secteurs d'activité. Ce sont les pertes au niveau du chiffre d'affaires, d'autant plus que la plupart des grandes entreprises avec lesquelles nous travaillons sont fortement impactées et donc il est difficile pour ces entreprises d'exécuter la plupart des projets qui avaient été prévus en 2020. C'est une perte considérable. On a fait des provisions, il y en a qui sont gâtées, il y a des choses qu'on a dû jeter, les pommes de terre, enfin, il y a pas mal de choses, tout ce qui était périssable, on a dû jeter. Malgré les perspectives de réouverture, ces entrepreneurs restent perplexes. Pour redémarrer, non seulement nous n'avons rien, mais il faut qu'on prenne beaucoup de dispositions. On a essayé de contacter l'Institut d'hygiène pour que tout notre personnel soit testé à la Covid.
on a des habitudes qu'on va devoir changer, former le personnel. Donc, on sera obligé de mettre du personnel pour faire les désinfections régulières. Tout ça a un coût. Leur espoir, pour redémarrer, l'appui du gouvernement. Le ministre de la Promotion des PME, sur le terrain pour mieux cerner leurs difficultés, a annoncé les mesures d'appui. Il était important pour nous, en tant que ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, de venir d'abord apporter le soutien du gouvernement à ces entreprises-là pour qu'elles sachent qu'elles n'ont pas été abandonnées à elles-mêmes. Un fonds donc, de soutien aux petites et moyennes entreprises de 150 milliards de francs CFA a été mis en place en 2 phases. Le fonds 40 milliards qui va être logé dans le fonds de garantie, qui est le fonds qui va accompagner les entreprises, disons, après le Covid et tout le temps. Ensuite, vous avez donc le fonds de soutien qui va permettre donc de faire des prêts aux entreprises de 5 à 100 millions de francs pour leur permettre de relancer leur activité. Pour cette journée, 4 entreprises exerçant dans les domaines de la restauration, de l'élevage et de l'informatique ont été visitées à Abidjan et à Zaguié. Cet exercice de terrain se poursuivra les jours à venir. Les petites et moyennes entreprises constituent 98% des entreprises formelles, avec une part de 23% des emplois modernes. Pour limiter la propagation du Covid-19 dans les quartiers défavorisés, la deuxième phase de l'opération Zéro Covid-19 a eu lieu ce jeudi. C'est le quartier Kampala, dans la commune de Cocody, qui a reçu kit sanitaire et dons de vivres. Yéli Traoré, Fulgence Kessiedou. Deuxième étape de l'opération Zéro Covid-19 dans les quartiers défavorisés de la ville d'Abidjan par le ministère de la Ville. C'est le quartier précaire de Kampala, dans la commune de Cocody, qui a bénéficié des kits d'hygiène et des vivres dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention contre le Covid-19. Un ministère se déplace depuis l'exemple de ce quartier pour venir soutenir leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants, etc., etc. En tout cas, on ne dira pas assez et on ne cessera jamais de vous dire merci. Merci infiniment pour ces dons qui vont nous soulager un temps soit peu en attendant la fin du Covid-19 et la reprise de nos activités. Merci infiniment. Merci et que Dieu vous bénisse. Le directeur de cabinet du ministre de la Ville évoque le but recherché de cette campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans les quartiers précaires. Aujourd'hui, le gouvernement déploie de grands moyens pour lutter contre le Covid. On donne des kits sanitaires, on donne des vivres. Mais il faut que ces kits sanitaires et ces vivres aillent là où ça doit aller, servent ce à quoi ça doit servir. Et c'est en cela que nous avons souhaité que votre concours à nos côtés est le plus précieux pour mener à bien cette campagne. La cohérence et l'efficacité de cette lutte commandent qu'aucun centimètre carré du territoire de la République ne soit oublié. Aucun centimètre carré du territoire de la République ne doit pas être exclu. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui à Kampala, qui est un quartier défavorisé, c'est un sous-quartier de Cocody, mais un quartier défavorisé. C'est ce qu'on appelle souvent les quartiers précaires, les quartiers non lotis. Nous sommes venus parce que si nous gagnons la bataille contre le coronavirus dans les quartiers UP et que nous la perdons dans les quartiers défavorisés, nous ne sortirons pas victorieux de la guerre contre le coronavirus. Cette cérémonie de sensibilisation et de remise de dons s'inscrit dans le droit fil de l'appel à la solidarité du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et surtout éviter une propagation de la maladie dans les zones défavorisées de la ville d'Abidjan. C'est la saison des pluies et la météo prévoit cette année des pluies importantes avec leur lot de conséquences souvent tragiques. Pour éviter des pertes matérielles et humaines cette année, le préfet d'Abidjan a rencontré les habitants de quartiers à risque, les exhortant à quitter ces zones inondables. Pierre Dipomélin, Fulgence Kessiedou. Cocody, dans Gabafon, un quartier fait de baraques en bois et des sachets plastiques, est traversé par un canal d'évacuation d'eau pluviale. Le préfet d'Abidjan, accompagné par les agents de la mairie et de l'ONPC, fait une visite surprise ce matin et échange avec les habitants. Ils se rendent ensuite dans un autre campement
du même type dans la vallée entre l'Hénin et le Vallon. Le constat est le même. La proximité de ces quartiers précaires avec le canal fait courir un réel danger aux habitants pendant cette saison pluvieuse. Je peux dire non, on est inquiet, mais on n'est pas totalement inquiet parce qu'on prend des précautions. Les morts, c'était autant, je peux dire en 2012-2013, je peux dire actuellement on est hors de danger, ce n'est plus comme avant. Le conseil que tu m'as donné, ça me fait plaisir et je vais le parler pour augmenter encore. Je vais te dire merci beaucoup. Dans ces quartiers, plusieurs toilettes sont directement branchées sur le canal prévu pour les eaux de ruissellement. Cette situation explique en partie la pollution de la lagune ébriée qui est devenue un réceptacle des eaux usées. Depuis fin mars, le pays a entamé sa saison des pluies. La menace est bien réelle dans ces zones inondables. Pour Vincent Toby, ces populations doivent rester prudentes et penser à se mettre hors de danger. Les pluies ont fait beaucoup de dégâts déjà par le passé. Le président de la République a donné des instructions et les travaux ont été engagés par différentes structures. Et vous constatez par exemple ici, ces caniveaux sont entretenus, sont curés, ils sont vidés. Donc on a un bon écoulement des eaux qui évite les inondations. Cependant, nous constatons une recolonisation des sites qui avaient été déguerpis. Et il est important que les populations soient sensibles parce que vous voyez par exemple ici c'est un bassin qui doit recueillir toute l'eau qui vient depuis Alépé jusqu'ici. Et en cas de montée des eaux, ces habitations sont à risque. Le coronavirus est notre priorité, c'est la priorité du gouvernement. Il ne faut pas greffer à ça d'autres priorités pour lesquelles des mesures ont été déjà prises. Rejoint par le directeur général de l'ONPC, Amanko Kassi-Gabin, le préfet a terminé sa tournée par la visite de plusieurs ouvrages réalisés par le gouvernement pour maîtriser les écoulements des eaux de pluie. Les services de météorologie sont formels, d'importantes précipitations sont prévues cette année. Et puis, plusieurs ouvrages d'assainissement réalisés pour répondre aux récurrents problèmes d'inondation à Cocody pendant la saison pluvieuse ont été visités ce jeudi par Anne-Désirée Oloto et les agents de l'ONAD. L'occasion pour la ministre de constater l'état d'avancement des travaux. Sur place, Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Les inondations de la rue Ministre à la Palmeraie trouvent définitivement leur solution dans la réalisation de ce barrage d'une digue de plus de 12 mètres dans la zone du Génie 2000. Un ouvrage visité par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, et le directeur de l'ONAD, Amara Sanogo. À ce bassin est connecté un canal en cours de réalisation. Ce canal a pour point de chute la lagune ébriée. Là aussi, la ministre a pu constater des travaux de désensablement. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, à la rue Ministre, il y a eu une situation dramatique. Et aujourd'hui, je suis heureuse de constater que l'ouvrage qui a démarré depuis bientôt 1 an et demi, cet ouvrage avance à grands pas et déjà joue son rôle. L'année dernière, déjà, la rue Ministre, nous n'avons pas eu d'inondation. Nous en avons profité également pour nous assurer de l'évolution des autres travaux. En amont, le premier ouvrage, c'est un barrage. Un barrage écrêteur du Cru, ça retient toutes les eaux qui viennent stocker là. Mais quand vous avez stocké les eaux, il faut qu'elles circulent jusqu'à un exutoire qui est ici dans la lagune. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait réaliser un canal, l'élargir et le couvrir par endroits. Ces travaux démarrés depuis plus d'1 an connaissent cependant des retards dans leur exécution. Des maisons, des habitations qui étaient installées sur le domaine public, ces populations ont demandé des délais donc, pour se mettre aux normes. Il y a eu également récemment, il faut le dire, la situation liée au Covid qui avait quelque peu freiné un peu les activités. Il a fallu reconsidérer certaines initiatives qui avaient déjà été prises. Par exemple, la fermeture d'un canal que vous avez vu pour en faire plutôt un dallo. Donc finalement, cela a eu aussi des conséquences sur les délais de réalisation de ces ouvrages. Cette année, les prévisions météorologiques annoncent d'importantes pluies à Abidjan et à l'intérieur du pays. L'objectif du gouvernement, selon la ministre Anne Oloto, est de réduire à l'extrême minimum les éventuels dégâts que ces pluies diluviennes pourraient causer.
Direction le centre du pays où une enquête est en cours. Près de Boaké, en début de semaine, des objets métalliques de plusieurs mètres sont tombés du ciel. Les habitants s'interrogent et la gendarmerie a saisi l'affaire. Les précisions de Yéli Traoré. Un débris métallique tombé du ciel le lundi 11 mai. Il a créé la frayeur chez les habitants de Nguessankro, près de Boaké. Des villageois décrivent cet instant. Donc on était assis là, tout d'un coup on a eu un bruit. Les feuilles ont commencé à tourner et la vie a dit non, ah, le vieux, il y a un arbre qui est tombé derrière. Il a dit non, il n'y a pas vent. Comment un arbre peut tomber? Je m'en vais voir. Cet autre habitant du village exprime le sentiment de peur éprouvé lors de la chute de cet objet non encore identifié. J'avais beaucoup peur. Toute la famille même avait la peur. Quand on est venu voir, on ne sait même pas ce qu'il faut faire encore. On ne sait même pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Quitter du ciel, bon, vraiment, c'était vraiment bizarre. C'était bizarre pour moi-même. Donc on avait tous peur. Les autorités administratives ont pris des mesures pour sécuriser le site où l'objet est tombé et la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine et la nature de l'objet qui pourrait être un débris d'une fusée chinoise en orbite depuis son lancement le 5 mai dernier. À l'étranger, le Burundi ordonne jusqu'à demain à 4 experts de l'OMS pour quitter Bujumbura. Tous étaient chargés de conseiller le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Une expulsion qui intervient alors que les autorités sont accusées de minimiser l'ampleur de la crise à 6 jours de la présidentielle et des législatives du 20 mai prochain. On écoute la réaction de la directrice du bureau africain de l'OMS à ce propos. Nous sommes en communication avec le gouvernement du Burundi pour clarifier et comprendre le raisonnement qui a conduit à cette décision. Et nous travaillons en même temps avec le système des Nations Unies dans le pays pour organiser le départ de notre personnel. Les artistes et promoteurs ivoiriens pas épargnés par les conséquences du Covid-19 sur leurs activités. À l'arrêt depuis la fermeture des salles de spectacle. Là, vous allez entendre leurs cris de cœur. C'est à voir ce soir, juste après le JT, dans NC Reportage, un extrait. Le coût du loyer trop élevé, des charges d'entreprise qui s'accumulent, la totalité des spectacles prévus annulés et plus aucune entrée d'argent. Impossible de maintenir l'ancien rythme de vie de la société. Malheureusement, nous sommes obligés d'abandonner cet endroit magnifique pour se confiner. Pour le moment, on va d'abord sauver les meubles, on va essayer d'exister, et puis après on verra. Aujourd'hui, la tristesse et l'angoisse se lisent sur le visage de cet homme d'art vivant qui ne sait plus à quel sens se vouer. Ça fait déjà 1 mois et demi que ça a été annoncé, non? Oui. D'accord. Pour le moment, c'est encore moi qui paye mon loyer. Donc voilà, je ne peux plus payer mon loyer et mon personnel. Ça, c'est la vérité. Avant de terminer ce journal, je rappelle donc les chiffres. Le nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 1971 personnes déclarées positives, 930 guéris et 24 décès. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.